Bonjour, je suis le professeur Aïd Mouhab. Nous allons aborder ensemble la déshydratation et les solutés de remplissage. Comment allons-nous procéder? Je vais vous exposer deux cas cliniques. Le premier, un garçon de 4 ans, se présente aux urgences de pédiatrie accompagné de sa maman avec 3 épisodes de diarrhée. Au début, la diarrhée était aqueuse, faite de sel liquide 5 à 10 fois par jour. Elle s'est progressivement aggravée, arrivée à 20 fois par jour, accompagnée de vomissements. Le petit est faible et apathique. On constate une asthénie généralisée à l'examen physique, un fébricule à 38, une fréquence cardiaque à 130 battements par minute, une fréquence respiratoire à 20 cycles par minute, un temps de recoloration cutanée à 2 secondes et une transurgence de la peau intacte. Après évaluation clinique et biologique, vous avez retenu le diagnostic de gastro-entérite. Le deuxième cas clinique, c'est un sujet de 87 ans se présentant aux urgences de médecine interne, accompagné de sa fille dans un tableau d'asthénie, de léthargie et de fatigue générale. Il est confus et étourdi. Son entourage familial rapporte une baisse d'appétit depuis 3 jours, des crampes musculaires et une notion de dysurie. Le tout évoluant dans un contexte de diarrhée et vomissement, s'accompagnant d'hypotension artérielle. Le patient a présenté une hyperthermie chiffrée à 38,5 depuis seulement 24 heures. Il a dans ses antécédents une hypertension artérielle, une DNID, diabète non insulinodépendant, il a une myocardiopathie hypertensive avec ACFA, il a déjà présenté 2 épisodes d'œdème aigu du poumon et il a un antécédent également d'adénome de la prostate. L'examen physique à l'admission, on retrouve une tension artérielle à 72,45 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 126 battements par minute, fréquence respiratoire à 30 cycles, bouche et langue sèche, pas de muguet, conjonctive normale, une pâleur cutaneo-muqueuse, un abdomen légèrement distendu, les bruits intestinaux sont normaux, plis cutanés et turgescence cutanée diminuée. Un remplissage capillaire lent, au-delà de 3 secondes, l'examen neurologique normal et le reste de l'examen est sans particularité. Le bilan biologique est le suivant. Hypernatrémie, donc sodium à 163, kaliémie à 4,1, glycémie à 13,5 mmol par litre, uréa à 1,05, créate à 22, globules blancs à 13 000, hémoglobine à 1,3, un taux de plaquettes à 117 000, une hémoglobine glyquée à 6% et un labstic score cytonique et au labstic les cytoniques sont négatifs. Le traitement que prend le patient, c'est du Lasix à raison de 40 mg jour, Tareg à 160 mg une fois par jour, le glyclacide, ou plutôt le diamicran à 1 comprimé jour, du lopressol à un demi-comprimé jour, 2 fois par jour, du Cintran 3/4 de comprimé à 20 heures, la digoxine 1 demi-comprimé par jour et de la Tarax le soir au coucher, 1 comprimé jour. Comment définissez-vous une déshydratation sur la base des données des cas cliniques? La déshydratation se définit comme un désordre hydroélectrolytique, caractérisé par une diminution du volume d'eau corporelle qui se solde par des sorties supérieures aux apports hydriques. Cette perte d'eau affecte les compartiments intracellulaires ou bien extracellulaires ou bien les deux à la fois. La déshydratation peut être isotonique, hypertonique ou hypotonique. Pour gérer la gastro-entérite chez l'enfant de manière sûre et efficace, il est nécessaire de pouvoir la reconnaître la déshydratation sur la présence d'une évaluation clinique. Pour attirer donc votre attention que la déshydratation, surtout chez l'enfant en cas de gastro-entérite, se base sur la clinique. Quels sont les autres signes cliniques qui ne sont pas rapportés chez ce patient qu'on peut observer lors d'une déshydratation? Donc, à côté de la symptomatologie que la patient a présentée, léthargie et fatigue générale, confusion et étourdissement, hypotension, oligurie, turgescence cutanée diminuée, remplissage capillaire lent, à 3 secondes. Les autres signes sont les suivants. On peut avoir un pouls faible, une soif intense, une réduction de la sudation, des urines concentrées, une diminution de l'élasticité de la peau,
des globes oculaires enfoncés, des troubles de la conscience imminents, plus particulièrement si chez un patient qui se lève soudainement. Quels sont les signes biologiques qui peuvent accompagner une déshydratation? C'est un taux d'hématocrite et de protéine élevé. Si une urée sanguine est de façon moins importante, une créatinine sanguine élevée, une hypernatrémie en cas de déshydratation principalement intracellulaire, une hyponatrémie ou une natrémie normale. Quelles sont les caractéristiques de la déshydratation du sujet âgé? C'est des urines plus concentrées, malodorantes, c'est la stase, c'est l'oligurie, durée moins de 800 ml par 24 heures, c'est une altération de la conscience, somnolence, léthargie, asthénie, c'est une hypernatrémie qu'on va retrouver donc à l'ionogramme, augmentation de l'osmolarité sérique et enfin une augmentation de l'urée et de la créatinine. Quels sont les compartiments liquidiens à titre de rappel de l'organisme et comment se répartissent-ils? L'eau totale constitue 60% du poids du corps, se répartissant donc en liquide intracellulaire, 40%, et 20% pour le liquide extracellulaire. Seulement 5% du liquide extracellulaire éteint constitue le volume plasmatique. Pour pouvoir suivre et comprendre donc les événements de la déshydratation et des troubles ioniques ou des troubles de l'hydratation, il faut comprendre bien sûr, il faut définir les paramètres qui permettent d'évaluer les troubles. L'osmolarité plasmatique, c'est la concentration de substances osmotiques par litre de plasma, alors que l'osmolalité, c'est la concentration de substances osmotiques par kilo de plasma ou d'eau plasmatique. La tonicité ou l'osmolarité active, voire efficace, c'est la concentration de substances osmotiques actives par litre de plasma, telles que le glucose, le sodium, le mannitol et les glycérols. Cette tonicité ou cette osmolarité efficace est le reflet de l'hydratation intracellulaire. Nous avons deux types de substances osmotiques. Il y a des substances osmotiquement inactives et d'autres osmotiquement actives. Les osmoles inactifs, l'urée, la méthanol, l'éthylène-glycol, qui diffusent passivement à travers la membrane cellulaire, ils rentrent et ils sortent. Alors que les osmoles actifs, tels que le sodium, le glucose, le mannitol, le glycérol, restent extracellulaires, sauf bien sûr le cas du glucose, qui nécessite un transport actif et utilise l'insuline. L'osmolarité calculée en pratique prend en considération l'anatrémie, la glycémie et l'urée. Donc, elle prend en considération des substances osmotiquement actives et inactives. Alors que la tonicité plasmatique prend seulement les deux éléments, bien sûr, osmotiquement actifs, le sodium et la glycémie. Quels sont les différents types de déshydratation que vous connaissez? Elle peut être donc isotonique, perte d'eau et de sodium, n'entraînant aucune modification de l'osmolarité plasmatique. Elle peut être donc hypertonique, c'est le volume hydrique corporel total qui est diminué. C'est un déficit d'eau libre, sans perte significative d'électrolytes. Elle peut être, bien sûr, cette hypernatrémie, elle va entraîner donc, c'est le cas, bien sûr, de l'hypernatrémie extracellulaire, qui entraîne une déshydratation intracellulaire. Enfin, la déshydratation peut être hypotonique, perte de sodium supérieure à la perte hydrique, qui va entraîner, bien sûr, une déshydratation extracellulaire. La tonicité est l'élément qui est déterminant pour pouvoir comprendre les mouvements d'eau. À l'état normal, le sodium étant donc extracellulaire, alors que le potassium est intracellulaire. Et l'état d'hydratation, il est normal. Alors que quand nous avons des substances osmotiquement actives, telles que le sodium, le glucose ou le mannitol, qui vont être donc au niveau du milieu extracellulaire, il va se produire un mouvement d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et donc entraîner une déshydratation intracellulaire.
Hypertonicité est différente d'hyperosmolarité. Quand nous avons des substances osmotiquement inactives, donc elles ne vont pas générer de différence, entre les deux milieux, et l'état d'hydratation intracellulaire, puisqu'ils bougent dans les deux sens, ils ne vont pas avoir d'impact sur le milieu extracellulaire ou sur le milieu intracellulaire, donc supériorité de l'un ou de l'autre, et l'hydratation, l'état d'hydratation cellulaire reste normal. Alors qu'en cas d'hypotonicité, d'accord, nous avons un mouvement d'eau qui va se produire du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, généré bien sûr par l'hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie joue un rôle important dans cet état d'hyperhydratation intracellulaire et la modification de la tonicité. Donc l'hyponatrémie et la tonicité jouent un rôle ensemble, en ce sens où l'hyponatrémie associée à une hypotonie définit la vraie hyponatrémie et donne un état d'hyperhydratation intracellulaire. Alors l'association d'une isotonie avec une natrémie qui est basse donne un état d'hyperhydratation intracellulaire normal, et on parle de pseudo-hyponatrémie, alors que les fausses hyponatrémies, c'est l'association d'une hypernatrémie, d'une hypertonie, et d'une hyponatrémie. Donc, cette hyponatrémie et tonicité interréagissent. C'est pour cela qu'on calcule la natrémie corrigée pour pouvoir, bien sûr, comprendre ce qui se passe réellement. Classez la déshydratation de votre patient. La déshydratation peut être donc modérée, elle peut être donc potentielle, plainte de perte de liquide continu ou de difficulté à tolérer les liquides pris oralement. Alors que chez le patient, nous avons des signes que nous avons déjà décrits, classiques, et des signes ou des symptômes d'état de choc. Et il s'agit d'une déshydratation sévère. Citez au moins 2 signes cliniques qui évoquent une déshydratation sévère chez ce patient. La léthargie, nous avons les troubles de la conscience et l'hypotension artérielle. Donner la classification, bien sûr, de l'OMS sur les déshydratations et l'existence d'un ou des signes, ou plus de 2 signes suivants, évoque une déshydratation grave, la léthargie, l'inconscience, les troubles de la conscience, des gens enfoncés, incapables de boire ou boire mal, pincement de la peau qui revient très lentement, au-delà de 2 secondes. Quelle peut être l'origine de la déshydratation chez ce patient? C'est un sepsis sévère à partir d'une infection urinaire. Le type de déshydratation qu'on retrouve le plus fréquemment au cours d'une acidocétose diabétique, c'est soit une déshydratation intracellulaire seule, soit une déshydratation extracellulaire seule ou mixte, qui s'explique dans le diagramme suivant: hyperglycémie, hyperosmolarité, déshydratation cellulaire. Nous avons à ce niveau donc des corps cétoniques, une acidose métabolique par corps cétonique urinaire qui vont entraîner des vomissements, des pertes de phosphate, entraîner une déshydratation extracellulaire, et donc elle peut être isolée ou mixte. Perte d'eau, d'ions par les cellules cérébrales, on va avoir même des troubles de la conscience. Quels sont les signes cliniques qui vous permettent de suspecter une déshydratation hypernatrémique? C'est la névrosité, c'est l'augmentation du tonus musculaire, c'est l'hyperréflexie, c'est les convulsions et les troubles de la conscience, somnolence, voire. Quels sont les signes, les symptômes et signes de déshydratation clinique et de choc? À côté des signes que nous avons déjà cités, les signes, la survenue de troubles de la conscience, donc d'un état marbré, surtout au niveau du genou, des extrémités froides, d'une tachycardie, d'une tachypnée, de pouls périphériques faibles, d'un temps de recoloration plus prolongé, d'hypotension, font bien sûr suspecter l'état de choc. Comment définir ou définissez le trou osmolaire? Avant de parler du trou osmolaire, retenez que l'hyponatrémie reflète normalement une hypoosmolarité plasmatique. La natrémie n'est pas le reflet du contenu en sodium de l'organisme. Elle s'interprète en fonction de l'hydratation extracellulaire. On définit l'osmolarité plasmatique calculée par l'ionogramme sanguin,
qui prend donc bien sûr en considération des substances actives et des substances inactives, osmotiquement actives et osmotiquement inactives. Elle est aux alentours de 280 à 295 milliosmoles. Alors que l'osmolarité plasmatique mesurée, qui prend en considération non seulement des substances présentes dans le plasma, qu'elles soient dosées ou bien indosées, elle est toujours supérieure à l'osmolarité plasmatique calculée. On définit le trou osmolaire qui est la différence entre l'osmolarité plasmatique mesurée et l'osmolarité plasmatique calculée. Le trou osmolaire est normalement inférieur à 10 milliosmoles. Quand il est élevé au-delà, il signe la présence d'osmoles non mesurées comme le mannitol, le méthanol ou le lactate. Il est également élevé en cas d'hyperlipidémie ou d'hyperprotéidémie supérieure à 100 grammes par litre. Donner un schéma de réhydratation devant une déshydratation hyponatrémique. Avant tout, il faut définir la vraie, éliminer les causes, la prénatrémie, donc éliminer les causes des dors. S'agit-il d'une vraie hyponatrémie? C'est la question qu'il faut se poser, à laquelle il faut répondre par le calcul de l'anatrémie corrigée. En utilisant la formule de Katz, natrémie plus glycémie moins 5 multiplié par 0,3, ou une autre formule. L'hyponatrémie aiguë, elle est symptomatique et c'est une urgence à cause du risque d'œdème cérébral et sera corrigée lentement après le diagnostic étiologique avec perfusion de 150 ml de NaCl à 3%. Il ne faut pas dépasser une élévation de l'anatrémie de 10 millimoles par litre dans les premières 24 heures et de 18 millimoles dans les 48 heures qui suivent. Il faut arrêter de supplémenter si l'anatrémie est à 130 millimoles par litre. L'apport rapide et excessif, surtout l'apport rapide du sodium, entraîne ou expose au risque de myélénose centropontique, qui sont des lésions démyélénisantes cérébrales, qui se traduisent, qui est une complication grave, qui associe coma, dysphagie, dysarthrie et quadriplégie. Donner un schéma de réhydratation devant une déshydratation hyponatrémique. Donc, on traite les hyponatrémies après avoir déterminé l'anatrémie corrigée avec volume extracellulaire bas. Comment? Si nous avons une hypotension et nous avons une hyponatrémie mal tolérée, et avec risque de mise en jeu du pronostic vital, il faut perfuser du sérum salé isotonique prudemment à 3%, avec surveillance de la tension et de l'immunogramme sanguin pour aller progressivement. En cas d'hyponatrémie bien tolérée, on peut bien sûr augmenter le volume à perfuser à 1 litre de sérum salé isotonique en intraveineux ou avec un apport oral de sel 6 grammes par jour. L'arrêt des diurétiques thiazidiques qui sont hypokalimiants et de traitement étiologique des pertes sodées sont indispensables. Traitement des hyponatrémies dans l'insuffisance cardiaque et la cirrhose, c'est les restrictions hyposodées et diurétiques de l'os, bien sûr, furosémide. Traitement des hyponatrémies de la sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, SIADH, c'est d'arrêter les médicaments susceptibles de donner un SIADH et traiter, bien sûr, les causes curables. À titre de rappel, le raisonnement devant une hyponatrémie passe par toujours l'évaluation du volume extracellulaire. J'ai une rétention d'eau, volume extracellulaire normal, sécrétion inappropriée d'ADH, potomanie, endocrinopathie. Volume extracellulaire augmenté, rétention d'eau et de sel, on voit la natriurèse en fonction de la natriurèse. Si elle est supérieure à 20 millimoles, il s'agit surtout d'une insuffisance rénale aiguë, oligo-anurico-ligurique. Natriurèse inférieure à 20 millimoles, ce sont les états œdémateux, la dénutrition grave, la grossesse, syndrome néphrotique. En cas de volume extracellulaire diminué, perte d'eau et de sel, natriurèse supérieure à 20 millimoles, surtout les diurétiques et les néphropathie tubulaire et autres. En cas de natriurèse inférieure à 20 millimoles, c'est les pertes gastro-intestinales, vomissements, diarrhée, perte cutanée, ou bien un troisième secteur. Donner un schéma de réhydratation devant une déshydratation hypernatrémique. Commencez par traiter l'étiologie, desmopricine en cas de diabète insipide, insuline en cas de diabète hyperosmolaire. La correction de la tatrémie doit être lente, surtout si le trouble est chronique, au risque de complications cérébrales. Si un apport oral d'eau n'est pas possible, un solide de glucosé
et ou un soluté salé hypotonique à raison 0,45% de NaCl peut être administré par voie parentérale. En cas d'hypovolémie, perfusion de soluté salé isotonique avec, bien sûr, surveillance de l'ionogramme. En cas d'hypernatrémie avec hypervolémie, un diurétique de Lens pour éliminer l'excès de sodium est associé à un apport d'eau libre et qui constitue le traitement de choix. La réhydratation d'une acidocétose diabétique s'effectue par des cristalloïdes type NaCl 0,9 pour 1000 voire 0,45 pour 1000. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont fausses? La tonicité plasmatique traduit l'état d'hydratation. C'est faux. L'anatrémie reflète le pulso de l'ionogramme. Non. Et l'hyponatrémie témoigne toujours d'une hyponatremie plasmatique. Non. Les œdèmes sont classiquement observés au cours des hyponatrémies hypervolémiques. Parmi ces paramètres, lesquels ont pu favoriser une déshydratation chez votre patient? La prise de bêta-bloquants, la décompensation de son diabète, le coup de chaleur, la survenue d'une acidocétose diabétique, la prise de diurétiques et l'infection urinaire sévère. Vous l'avez bien compris que le bêta-bloquant n'a rien à voir. Toutes les autres, bien sûr, tous les autres paramètres peuvent entraîner une déshydratation chez un patient âgé. Quels sont les moyens thérapeutiques que nous utilisons en pratique? Pour solutés de perfusion ou solutés de remplissage, nous utilisons donc des solutés de perfusion, bien sûr dans les rations de base, dans la tonicité qui sont donc hypotoniques au plasma, versus les solutés de remplissage qui ont une tonicité isotonique voire plus à celle du plasma. C'est ça la différence entre un soluté de perfusion et un soluté de remplissage. Parmi les solutés de remplissage que nous utilisons, les cristalloïdes sont de loin les plus utilisés chez nous et le ringéalactate est utilisé ailleurs. Les colloïdes, nous utilisons le plus souvent, bien sûr, le plasmagel et rarement les colloïdes humains de l'albumine. Alors que le sérum glucosé est un soluté hypotonique au plasma. Les objectifs du remplissage vasculaire, c'est de traiter une hypovolémie absolue ou relative, en association avec la posture ou les amines, bien sûr, vasoactifs. C'est-à-dire, on optimise la volémie et si c'est insuffisant, on associe un vasopresseur pour diminuer le lit vasculaire. Ce remplissage vasculaire va entraîner donc une augmentation de l'appressage cardiaque, remplissage des cavités cardiaques lors de la diastole, induisant une augmentation du volume d'éjection systolique et bien sûr du débit cardiaque. Le remplissage vasculaire permet d'optimiser la pression artérielle moyenne, qui joue le rôle d'une véritable force motrice, poussant les globules rouges au niveau des différents, bien sûr, microcirculations où l'oxygène est utilisé, surtout quand nous avons un état de choc hémorragique. Et elle permet également d'augmenter le transport d'oxygène. Quels sont les solutés de remplissage que nous utilisons en pratique? Bon, il existe plusieurs. Nous utilisons les cristalloïdes et les colloïdes. Colloïdes de synthèse, c'est le plasmagel, et colloïdes, bien sûr, naturels, c'est l'albumine, 4% et 20%. Quelle est la différence entre ces différents solutés? C'est d'abord leur osmolarité, bien sûr, et qui est variable, et bien sûr leur pouvoir d'expansion. La durée, bien sûr, d'action, quand on prend le plasmagel, ils ont une durée d'action intermédiaire par rapport aux colloïdes naturels, mais le pouvoir d'expansion, parce que nous sommes dans une situation où on doit augmenter le volume rapidement, ils ont un pouvoir d'expansion plus important, bien sûr, pour l'albumine à 20% par rapport à l'albumine à 4%. L'albumine, le plasmagel a un pouvoir d'expansion presque le même que celui, bien sûr, de l'albumine à 4%. Seulement, il n'augmente pas, bien sûr, la pression oncotique. Alors que l'albumine à 20%, qui est utilisé dans des situations donc, de syndrome néphrotique sévère, où on a donc des protéinuries importantes, ou bien d'anasarque, bien sûr, pour pouvoir corriger le trouble dans les plus brefs délais, mais d'une façon prudente. Quelles sont les caractéristiques du principal
colloïdes que nous utilisons en pratique, commandé. Les caractéristiques, donc c'est un soluté qui est donc le plasmagel, qui a donc une natrémie à 145, chlorémie à 147, il a donc une calcium à 13,5, un pH 5,5 à 6,6, alors que son osmolarité à 350. Il est moins allergisant que bien sûr les autres produits que nous n'utilisons pas. La composition du sérum salé isotonique anapaumique et son osmolarité. Il est donc dosé à 154 pour ce qui est du sodium et 154 chlore. Son osmolarité est à 308 milliosmoles. Par rapport plus augmentée que celle bien sûr du ringère lactate et moins que celle du sérum salé hypertonique qui est utilisé dans les œdèmes cérébrales. Dans l'œdème cérébral. Comparer les pouvoirs d'expansion volumique que nous utilisons en pratique. L'intérêt. L'albumine à 4%, elle a un pouvoir bien sûr d'expansion volumique de 0,8 qui est pratiquement le même que celui donc du plasmagel. Maintenant, en fonction des situations pathologiques, on choisit l'albumine à 4%, d'abord pour optimiser la pression oncotique, surtout dans les syndromes œdémateux, et du plasmagel quand nous avons une hypovolémie qui ne nécessite pas d'optimiser la pression oncotique. Alors que l'albumine à 20%, il a une expansion, plutôt un pouvoir d'expansion volumique très très important, le plus important, avec une durée d'expansion de 6, la même que celle de l'albumine à 4%. Donc, quand nous sommes devant une situation où on doit faire une expansion volumique, bien sûr, rapide, on utilise le plasmagel versus le sérum salé isotonique. Et quand nous sommes dans des situations pathologiques où on voit des fuites protéiques importantes, nous utilisons bien sûr de l'albumine à 20% ou bien sûr de l'albumine à 4% si c'est une hypoprotédémie qui n'est pas vraiment importante. Voilà. Quels sont les critères de choix d'un soluté de remplissage? Il faut peser le bénéfice-risque. Donc, c'est le degré d'urgence pour entraîner une augmentation du volume extracellulaire dans les plus brefs délais. C'est peser les avantages et les inconvénients des différents solutés. Les avantages donc des cristalloïdes isotoniques, c'est de compenser une déshydratation, secteur interstitiel et mobilisation de l'albumine interstitielle. Elle a un coût faible, elle n'a pas d'effet secondaire. Les inconvénients, c'est une action de faible ampleur et une action lente et un risque toujours d'apparition d'œdème périphérique. Comparé au sérum aux colloïdes artificiels, on a une compensation plus rapide, une durée variable selon le produit et maintien d'une pression oncotique. Seulement, le coût le plus élevé, il y a un risque histaminolibérateur, donc risque allergique. Et on peut avoir un effet sur l'hémostase. L'albumine maintient une albuminémie pression oncotique, surtout dans les phases chroniques. Elle n'a pas d'effet secondaire, pas tant. Elle est disponibilité finie, coût très élevé, pas de supériorité prouvée par rapport à l'expansion volumique. Je vous remercie de votre attention.